Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance, la quatrième d'une série de 7, consacrée une nouvelle fois à la séquence 3 du programme de géographie des classes de quatrième, c'est-à-dire un monde de migrants, autrement dit, la thématique des migrations internationales. Au cours de la séance précédente, nous avons étudié la crise des migrants de 2015 en Europe, mais nous n'en avons pas encore fait le tour parce que nous n'avons pas encore étudié les conséquences que cette crise a pu avoir aussi bien pour les foyers de départ que pour les foyers d'accueil, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc ce grand D est véritablement la suite du grand C, à tout point de vue. Grand D, les effets de la crise des migrants de 2015 en Europe, et nous allons donc nous demander quels sont les effets de la crise migratoire de 2015 en Europe pour les foyers de départ asiatiques et africains, comme pour les foyers d'arrivée ou d'accueil européens. Alors, nous avons vu la dernière fois qu'un certain nombre de migrants, pour ne pas dire la grande majorité des migrants, en particulier ceux venus des pays bousculés par le printemps arabe, n'avaient pas le choix et fuyaient au moins la misère, sinon la guerre et le terrorisme. Mais pourquoi l'Europe? Alors l'Europe, tout simplement parce que c'est le continent le plus proche, certes, mais c'est pas la seule raison. Tout simplement parce que l'Europe, pour les migrants, c'est un espace attractif, et ça depuis longtemps, depuis un demi-siècle en fait. Tout simplement parce que l'Europe est facilement accessible, surtout si vous pouvez bénéficier d'un visa de tourisme qui vous permet de rentrer par la grande porte, c'est-à-dire en utilisant soit un aéroport, soit un port de mer, donc, et de franchir les contrôles, quitte ensuite à oublier de rentrer chez vous à l'expiration de votre visa, puisqu'un visa de tourisme c'est 3 mois. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 mois, vous devenez un sans-papier, un clandestin, mais vous êtes rentré malgré tout en Europe. Donc à vous ensuite de vous fondre dans le décor et de vous faire oublier. Mais l'Europe attire aussi par ses différences économiques, politiques et sociales par rapport à ses voisins africains et asiatiques. Entendez par là un espace de richesse, de paix et de stabilité politique. Et oui, c'est-à-dire que les gens ont un niveau de vie et une vie bien plus confortable, bien plus aisée que les pays d'Afrique et d'Asie, et aussi parce que dans ces pays européens, on est dans les pays des droits de l'homme et de la démocratie, et on ne risque pas, le combat des Lumières est passé par là, la Révolution française aussi, on ne risque pas de finir en prison, d'être torturé, voire d'être exécuté pour avoir osé exprimer son opposition au gouvernement. Alors qu'en Asie et en Afrique, c'est monnaie courante. Il y a aussi le fait que de nombreux liens familiaux, tissés par la migration, relient l'Europe au reste de la planète, et en particulier à l'espace euro-méditerranéen, parcouru par de nombreux flux migratoires. Oui, quand vous avez un oncle, par exemple, qui est installé en Europe depuis 20 ans, qu'en plus vous parlez à peu près la langue du pays que vous projetez de cibler, eh bien ça peut faciliter votre intégration. Ce sont des atouts. Il y a aussi le fait, j'en parlais au cours de la séance précédente, que l'Europe est fondée sur les droits de l'homme, et en particulier sur la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, mais plus globalement à l'intérieur de l'espace européen, et qu'à partir du moment où vous avez la bonne nationalité, c'est-à-dire que vous êtes ressortissant d'un des États membres de l'espace Schengen ou de l'Union européenne, vous avez le droit de franchir les frontières à votre guise pour aller vivre, étudier, travailler
dans un pays qui n'est pas celui dans lequel vous êtes né. Et pour vous donner une idée concrète de l'illustration de ce droit, eh ben, je vous ai dégoté un petit document qui vous montre que des petits Français ou petites Françaises de Poitiers, parce qu'ils sont étudiants et qu'ils bénéficient du programme Erasmus, eh bien, vont voir une partie de leurs études financées par l'Union européenne au titre du programme Erasmus et vont surtout avoir le droit d'aller vivre, étudier dans un pays européen. Et vous voyez par exemple qu'une majorité d'étudiants poitevins français choisissent l'Espagne, mais aussi le Royaume-Uni. Bon, ça c'était évidemment avant le Brexit, parce qu'avec le départ des Britanniques du Royaume-Uni, ça va évidemment compliquer les choses. Ils se rabattront sur l'Allemagne, sur l'Italie, voilà, ou sur les pays nordiques. Bon. Alors venons-en aux retombées, aux conséquences, aux effets, pour reprendre ce terme de géographie, aux effets pour les pays de départ, c'est-à-dire africains, asiatiques. Qu'est-ce que ça a comme répercussion pour ces pays de voir leur population jeune, s'en aller? Eh bien, les conséquences sont à la fois positives et négatives. Commençons par les conséquences positives. Il a été calculé que les remises, alors dans le texte on parle de remises, c'est l'équivalent dans le texte des Népalais, là, dans les pays du Golfe, dans la leçon 1, de ce qu'on appelait à l'époque des transferts d'argent. Bon, que ça s'appelle des remises ou des transferts d'argent, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que les migrants, quand ils trouvent un travail déclaré ou au black, clandestin, peu importe, eh bien, garde le minimum nécessaire pour pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir, bon, et envoie le reste de l'argent à leur famille restée au pays. Et comme le dit le proverbe, les petits ruisseaux finissent par faire les grandes rivières, puisqu'on estime que chaque année, rien que pour l'Afrique, pour le continent africain, les transferts d'argent à destination de l'Afrique en provenance des migrants installés en Europe, ça pourrait représenter aux alentours de 150 milliards de dollars. Ça, évidemment, ça change la vie des gens restés au pays. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, pour ceux qui restent en Afrique ou en Asie, les migrants, ce sont des lâches, ce sont des traîtres, des gens qui fuient la difficulté, qui fuient la misère, la guerre, et qui abandonnent les autres. Mais pas du tout, ils ne les abandonnent pas. Ils leur donnent au contraire la possibilité de mieux vivre grâce à leur exil qui devient un véritable sacrifice. Je fais le sacrifice d'aller en Europe pour pouvoir vous aider à mieux vivre, vous qui restez en Afrique. Ainsi, en Érythrée, c'est-à-dire vers la corne de l'Afrique, en Afrique orientale, un ménage sur 3, entendez par là une famille sur 3, vit des transferts d'argent depuis l'Europe. Et en particulier, l'argent envoyé par le fils ou la fille exilé en Europe va peut-être permettre à son petit frère ou à sa petite sœur d'aller à l'école. Au Nigeria et au Kenya, plus de la moitié des remises, des transferts d'argent, est investie dans la construction résidentielle, les achats de terrain, la modernisation agricole. C'est-à-dire que grâce à votre argent que vous allez envoyer régulièrement chaque mois depuis l'Europe, eh bien, vos vieux parents vont pouvoir peut-être installer l'électricité ou construire des WC à l'intérieur de la maison, ou alors vont pouvoir acheter un peu de terre en plus pour pouvoir continuer à cultiver, s'agrandir, pour pouvoir mieux se nourrir, ou alors acheter, pourquoi pas, carrément un petit tracteur. C'est pas du luxe, c'est devenu vital. Et alors c'est là qu'on voit un aspect négatif par contre de la situation, c'est que ça aggrave la dépendance économique de l'Afrique ou de l'Asie vis-à-vis de l'Europe.
En même temps, ça règle, et ça c'est plus positif, ça règle aussi le problème du chômage des jeunes dans les pays de départ. Hein. Si les jeunes s'en vont, puisque ce sont les jeunes qui partent, et ben forcément, il y a moins de chômage. Intéressons-nous maintenant aux retombées, aux conséquences, aux effets des migrations pour les pays d'accueil, européens comme la France par exemple. Eh bien, comme le montre la photographie, la plupart des migrants, bien qu'au départ, quand ils sont en demande de statut de réfugiés politiques, bien qu'ils n'aient pas le droit de travailler, ben, par la suite, ils finissent par trouver un travail, et ce travail n'est pas toujours clandestin. La preuve en image, avec cet ancien migrant, qui ben, aujourd'hui nettoie les rues de Paris. Alors on ne peut pas dire véritablement qu'il se cache, hein, parce que vu qu'il est habillé de vêtements particulièrement fluorescents pour être aperçu des usagers de la route, pour éviter les accidents, on ne peut pas dire qu'il se cache vraiment, on ne peut pas dire qu'il soit invisible et qu'il se fonde dans le décor. Et puis surtout, on voit qu'il utilise du matériel de la mairie de Paris, et on imagine mal que la mairie de Paris embauche au black, sans jeu de mots, embauche clandestinement, sans les déclarer, des travailleurs chargés de nettoyer les rues. Donc, tous les migrants ne sont pas condamnés à un travail clandestin. Mais le fait est que, vous allez le voir, pour un certain nombre de patrons, ça peut être tentant d'embaucher clandestinement des sans-papiers. Alors, que nous dit le texte que je vous propose à l'écran? Pierre Gattaz et Ulrich Grillo, qui étaient à l'époque les patrons des patrons, donc le représentant des syndicats de patrons en France et en Allemagne, se sont réjouis publiquement, se sont frottés les mains, de l'arrivée en masse de migrants sur le sol européen. Et on peut les comprendre quand on sait que de nombreux métiers sont mal ou non pourvus dans les pays européens. Ben, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers en tension. Le BTP, la restauration, le nettoyage industriel et domestique, le gardiennage, les concierges si vous préférez, le ramassage des fruits et légumes dans l'agriculture, ces métiers qui ont en commun d'être pénibles, exposés aux intempéries, hein, bah oui, parce que les fraises, il faut les ramasser qu'il pleuve ou qu'il vente, pareil pour les déchets, mal payés, sales et non délocalisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de télétravail, hein, on ne peut pas ramasser les fraises à distance, ni ramasser les papiers gras sur le trottoir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne font pas recette auprès des salariés européens, c'est-à-dire que ben, vous avez des Européens qui préfèrent par exemple être au chômage plutôt que d'exercer ce genre de métier. Donc pour le patronat, ces migrants sont du pain béni parce que ben, les migrants ne sont pas en situation de dire non. Donc ils vont accepter tous ces métiers qui déplaisent aux Européens. Et c'est là que pour un certain nombre de patrons, la tentation est grande d'embaucher ces migrants sans les déclarer, parce qu'un migrant qui n'est pas déclaré, c'est un migrant qu'on va payer, qui va coûter beaucoup moins cher qu'un salarié normal, puisqu'on ne paiera pas les taxes, les cotisations sociales auprès de l'État. Donc c'est tout bénéfice pour le patron. Par contre, c'est très risqué. Parce que s'il y a un contrôle, si on s'aperçoit que vous volez l'État, en France, c'est jamais une bonne idée de voler l'État. Vous risquez de le payer très cher. Par contre, le migrant, s'il n'est pas content de ses conditions de travail, s'il n'est pas content de son salaire, de ses horaires ou autres, et ben, s'il est embauché clandestinement, parce que c'est un sans-papier, il y a peu de chances quand même qu'il aille se plaindre à la police. Ça s'est vu, hein, malgré tout, hein. Mais c'est quand même rare de voir un migrant franchir la porte d'un commissariat pour aller se plaindre qu'il n'a pas été payé par son patron qui l'embauche au black. Parce que vous comprenez bien que le migrant il risque de se retrouver ensuite en centre de rétention et frappé d'une mesure d'expulsion, de retour au pays. Donc c'est trop risqué, ça n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu dans cette situation, au fond, de ces migrants, certes légaux,
des pays du Golfe, mais à qui le patron a pris le passeport et qui ne le rend que s'il le veut bien. Bon là, on ne peut pas prendre à un sans-papier des papiers qu'il n'a pas. Mais le fait qu'il soit sans-papier, en théorie expulsable, fait qu'il ne va évidemment pas se plaindre de son patron si son patron le maltraite. Et on peut dire qu'un certain nombre de migrants sont condamnés, entre guillemets, à un statut d'esclave du XXIe siècle. Je ne suis pas en train de vous dire que Oloda Ekano, il est en train de passer l'aspirateur dans une rue de Paris aujourd'hui, mais il y a un peu de ça quand même. Autre aspect positif pour les pays d'accueil, c'est le fait que l'Europe en particulier, vous l'avez vu dans le programme de 5e de géographie, si vous ne l'avez pas oublié, l'Europe est un continent qui est en train de vieillir parce que vous avez deux phénomènes qui se coordonnent pour vieillir la population de l'Europe. D'abord, le fait que les Européens font de moins en moins d'enfants. C'est lié au niveau de vie, au développement, au mode de vie moderne. De moins en moins de naissances et une espérance de vie qui bat des records mondiaux. Ce qui fait que les Européens sont dépendants de l'immigration. Je vous ai dit tout à l'heure que économiquement, l'Afrique et l'Asie sont dépendants de l'Europe, mais l'Europe est dépendante pour sa démographie des foyers de départ des migrations. Parce que sans les Africains, sans les Asiatiques, la population active européenne, on estime qu'elle pourrait baisser d'environ 90 millions de travailleurs d'ici 2050. Et du coup, ce qui resterait d'actifs serait incapable de répondre aux besoins de l'économie de la société européenne. Et c'est pour ça que l'Allemagne a un peu défrayé la chronique. L'Allemagne s'est attirée des critiques en 2015 quand la chancelière allemande Angela Merkel a dit aux migrants publiquement « Soyez les bienvenus en Allemagne, nous vous accueillerons ». Mais c'est pas une lubie, c'est pas un coup de folie de la chancelière allemande. C'est tout simplement parce que l'Allemagne, c'est un des pays d'Europe les plus touchés par le vieillissement. Et c'est celui qui, avant même 2015, avait déjà le plus ouvert ses portes aux migrants. Bon, à l'époque, c'était plutôt des Européens d'ailleurs, ou des Polonais, des pays d'Europe centrale, ou alors des Turcs. Et donc, si on ouvre ses portes aux Polonais et aux Turcs, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les ouvrir aux Syriens ? Mais le fait est, et ça c'est une autre conséquence, c'est un autre effet de la crise des migrants, le fait est que tous les Européens ne sont pas sur cette logique d'ouverture, contrainte certes, mais d'ouverture aux migrants. Vous avez des Européens qui, pour différentes raisons, ont fermé leurs portes aux migrants, comme la Hongrie par exemple, qui s'est littéralement barricadée, qui a fermé sa route directe aux migrants qui venaient de Serbie par une double clôture, qui a aussi isolé ses frontières avec la Roumanie, la Croatie, parce qu'une fois que les migrants ne peuvent plus passer par la Serbie, ils passent par la Roumanie ou par la Croatie, forcément. Voilà. Donc vous avez des pays qui se sont barricadés et qui refusent de jouer le jeu de la solidarité européenne, c'est-à-dire qui refusent d'accueillir, comme les petits copains européens, qui refusent d'accueillir des quotas de migrants, qui ont décidé que dans leur pays, les migrants n'avaient pas leur place, ni pour y transiter, ni pour s'y installer. Et donc ça crée des tensions très vives entre pays européens, et d'ailleurs, faut le savoir, une des raisons du Brexit, une des raisons du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est pas la seule, mais c'en est quand même une, c'est la crise des migrants de 2015. Les Britanniques ne voulaient pas voir arriver une foule d'envahisseurs, puisque les migrants sont parfois considérés comme des envahisseurs par certains Européens. Et on a vu, par exemple, l'Union européenne se déchirer aussi, non seulement sur la crise des migrants, mais aussi sur le rôle des organisations non gouvernementales, les ONG humanitaires. Et justement, l'Aquarius, dont nous avons vu l'activité lors de la vidéo de la séance précédente, l'Aquarius et ses humanitaires
se sont retrouvés l'enjeu d'une crise diplomatique assez grave entre la France et l'Italie en 2018. Alors bon, je ne vous dis pas que la France et l'Italie ont été à la veille de se faire la guerre, mais quand même, les relations ont été très tendues. On a vu une demande officielle d'excuses adressée par le gouvernement italien à la France, avec convocation de l'ambassadeur de France à Rome pour l'engueuler. On a vu la France rappeler justement son ambassadeur, et ça c'est aussi quelque chose en termes de diplomatie qui n'est pas neutre, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même de vives tensions. On a vu la France barricader à son tour sa frontière avec l'Italie, parce que les Italiens avaient déjà du mal à accepter que les Français et les autres les laissent tomber. C'est-à-dire que les Italiens se sont retrouvés, comme les Grecs ou comme les Espagnols, à gérer les portes d'entrée des flux massifs de l'immigration. On les a laissés se débrouiller tout seuls. Et en plus, la France s'est même permise de faire des leçons de morale à l'Italie, quand l'Italie faisait savoir qu'elle fermait ses portes aux navires humanitaires. La France a fait valoir que c'était contraire aux droits de l'homme, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, c'était contraire à la morale même, ce qui est vrai, mais l'Italie a eu beaucoup de mal à accepter ces leçons de morale et à rétorquer à la France, puisque vous donnez des leçons de morale, venez aussi nous prendre des migrants, ça nous sera plus utile. Bon, et du coup, comme l'Italie a fermé ses ports à l'Aquarius, eh bien l'Aquarius a été obligé de demander à d'autres pays l'autorisation de débarquer ces migrants. Et d'ailleurs la France, le moins qu'on puisse dire, c'est pas dépêché de dire oui, alors que l'Aquarius est pourtant géré par une ONG française, mais c'est finalement l'Espagne qui a fini par accepter de débarquer les migrants recueillis à bord de l'Aquarius en 2018. Et plus globalement, et ça aussi c'est un autre effet de la crise des migrants de 2015, on a vu monter en puissance en Europe, un sentiment qui existait déjà auparavant, mais véritablement ce sentiment a fait boule de neige avec cette crise de 2015, et c'est aussi aggloméré à la montée en puissance du sentiment de scepticisme envers l'Europe. Et ce sentiment dont je vous parle là, c'est le sentiment anti-migrant. C'est-à-dire que vous avez des Européens qui considèrent les migrants comme des indésirables, parce qu'on est encore une fois dans le cadre d'une migration subie, et vous avez des Européens qui laissent éclater leur peur de l'arrivée de migrants trop nombreux, qui seraient difficilement intégrables, assimilables dans la population européenne, qui n'arriveraient pas à trouver leur place dans la société européenne, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et vous avez par exemple ici des Belges du Nord, des Flamands, on reconnaît le lion noir sur fond jaune qu'on connaissait déjà au Moyen-Âge, quand on parlait du comté de Flandre. Et bien ces Flamands qui laissent libre cours à leur colère, à leur peur, peut-être même à leur haine du migrant, qu'ils accusent d'être étrangers. Donc ça c'est la xénophobie. Qu'ils accusent aussi peut-être de ne pas avoir la bonne couleur de peau, hein. C'est sûr que quand on est flamand, le syrien ou le malien, c'est pas un grand blond aux yeux bleus, hein, c'est clair. Donc ça peut être aussi du racisme. Et puis surtout dans un contexte d'attentats terroristes qui ont pas mal déstabilisé les pays européens aussi, hein. Les attentats Charlie Hebdo par exemple en 2015, l'attentat de Nice, l'attentat du Bataclan aussi, bon, des attentats particulièrement sanglants, et qui font aussi basculer une partie de l'opinion européenne, l'opinion publique européenne, dans l'islamophobie, parce qu'il se trouve qu'une bonne partie des migrants venus d'Afrique ou d'Asie sont des musulmans, parce qu'ils proviennent de pays qui sont des foyers de religion musulmane, et la tentation est grande
d'assimiler les musulmans, tous les musulmans, de les mettre tous dans le même sac, dans le même stéréotype, dans le même cliché, dans la même caricature, de les assimiler à des islamistes, hein, à des barbus qui courent après les gens dans la rue avec des grands sabres ou des ceintures d'explosifs en criant Allahu Akbar. Et évidemment, ça participe aussi du discours ou des actes, parfois hélas, anti-musulmans, islamophobes. Et ce discours, ce sentiment anti-migrant, islamophobe, raciste, xénophobe, il trouve aussi malheureusement sa place en France, hein, comme le montre ce fait divers. Quand la jungle de Calais a été démantelée par la police au cours du printemps 2016, il a été décidé que les migrants qui ne voulaient pas renoncer à passer au Royaume-Uni, à franchir la Manche coûte que coûte, et qu'on ne pouvait pas renvoyer dans leur pays d'origine, eh bien, il a été décidé que ces migrants, on allait les éparpiller dans l'ensemble du territoire français, et qu'on allait les répartir dans des centres d'accueil pour migrants. Bon. Et à ce titre-là, la ville de Béziers, dans l'Hérault, dans le sud de la France, a été choisi, comme beaucoup d'autres, pour accueillir des migrants. Bon, il se trouve que le maire de Béziers est connu pour ses idées d'extrême droite. Il a un discours qui est assez ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, contre les migrants. Et quand il a appris que le préfet l'obligeait à accueillir sur le territoire de la commune un centre d'accueil pour migrants, eh bien, il a fait réaliser, ce qui lui a valu d'ailleurs des ennuis avec la justice, il a fait réaliser ces affiches, dont vous voyez un exemplaire là, placardé en plein centre-ville. L'État nous les impose, ça y est, ils arrivent, les migrants dans notre centre-ville. Et vous voyez que sur cette affiche, on aperçoit à l'arrière-plan la cathédrale de Béziers, mais qu'au premier plan, vous voyez une foule de migrants de dos, donc déjà, ça évoque une certaine forme d'hostilité, l'impossibilité d'établir un dialogue, on ne peut pas parler avec quelqu'un qui vous tourne le dos. On aperçoit suffisamment du visage des migrants malgré tout pour voir qu'ils sont barbus, que ce n'est pas des grands blonds aux yeux bleus, hein, qu'ils ont le teint un peu mat, un peu basané, bon, ou alors qu'ils sont carrément noirs. Et en plus, vous voyez, comme quoi chaque détail compte, hein. Celui du milieu, là, il porte une capuche, vous voyez, comme quoi on peut l'assimiler à un délinquant, à une racaille, comme on dirait aujourd'hui, qui porte une capuche parce que justement il veut se couvrir le visage, parce qu'il va commettre ou qu'il a commis probablement un délit ou pourquoi pas un crime. Et on retrouve un peu cette idée partagée par Donald Trump aux États-Unis, par exemple, que les migrants, bon, dans le cas de Donald Trump aux États-Unis, c'est les Mexicains, mais que les migrants sont tous des dealers de drogue, des voleurs, des violeurs ou des assassins. Alors évidemment, quand on a cette idée en tête, l'arrivée de migrants en 2015 ou même avant ou après, en grand nombre, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas plaisir. Et que ça crée des tensions dans la société avec le reste de la population qui n'est évidemment, heureusement, pas hostile aux migrants. Ou qui du moins comprend que les migrants, ils sont là, d'accord ? Bon, ça aurait peut-être été bien qu'ils ne viennent pas, mais ils sont là, et que maintenant qu'ils sont là, il faut les intégrer. Bon, dites donc, c'est pas le tout, hein, le temps passe, on arrive à notre fin de séance, et on en arrive à l'exercice que la France entière ou presque nous envie, c'est-à-dire un exercice qui va nous permettre de récapituler l'essentiel de notre séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire les effets des flux migratoires pour les foyers de départ comme les foyers d'arrivée. Et je vous propose, selon un codage couleur pas très compliqué,
de distinguer les effets positifs des effets négatifs. Bon, ça, c'est pas difficile, me semble-t-il, mais là où c'est un tout petit peu plus complexe, ça va demander un peu plus de réflexion, c'est de distinguer les effets positifs et négatifs pour les foyers de départ, comme pour les foyers d'arrivée. Parce que les enjeux et donc les effets ne sont pas les mêmes pour l'Afrique, l'Asie, foyer de départ, ou pour l'Europe, foyer d'accueil ou d'arrivée. Prenez le temps de la réflexion, mettez-moi sur pause, le temps de faire l'exercice. Voici le corrigé. Alors, on va commencer par les foyers de départ. Alors, en positif, vous avez le fait que les migrants voient chaque mois l'argent indispensable à l'économie et aux familles rester au pays. Et vous avez aussi le fait que le départ des migrants, c'est une solution radicale, hein, au problème de la jeunesse sur place, et notamment le chômage, l'absence d'avenir. Mais en négatif, toujours pour les foyers de départ, vous avez le fait que les transferts d'argent des migrants, c'est bien beau, ça arrange la vie quotidienne, mais ça accentue la dépendance économique des pays pauvres. Qu'est-ce qui se passerait si jamais les migrants cessaient d'envoyer de l'argent au pays? Et puis, la jeunesse la plus diplômée, elle quitte le pays natal, et elle le prive finalement de ses compétences et de son talent. Ce qui ne va pas aider les pays pauvres à se développer, évidemment, parce que son élite, sa jeunesse, son élite part. Quant au foyer d'arrivée, là il y a encore des effets positifs mais aussi négatifs. Alors parmi les effets positifs, j'en ai repéré 3, parce qu'au fond c'est quand même l'Europe qui est gagnante dans cette affaire. Parce que les migrants apportent la main-d'œuvre dans les métiers en tension, le BTP, l'agriculture par exemple. Parce que les migrants apportent du sang neuf, hein, c'est eux qui font les enfants, ou qui apportent, déjà tout fait, si je puis dire, les enfants que les Européens ne font plus, ce qui évite le vieillissement et l'effondrement de la démographie européenne. Et puis aussi parce que, ce que je viens de dire à l'instant, c'est que les migrants les plus diplômés, les plus talentueux, ils apportent leur savoir-faire, leur talent, leurs compétences à l'Europe, et c'est elle qui en est la grande bénéficiaire. Si les parents de Zinedine Zidane n'étaient pas venus s'installer en Europe, Zinedine Zidane, il n'aurait pas gagné la Coupe du Monde pour la France en 1998. Mais il y a aussi des effets négatifs qui ne sont pas négligeables. Le fait que les migrants provoquent en Europe des réactions de rejet, racisme, xénophobie et islamophobie. Et puis que les migrants provoquent aussi, bien malgré eux, mais enfin bon, ils provoquent des tensions diplomatiques en Europe. Ils expliquent en partie la fragilisation de la construction européenne et ils expliquent en partie le Brexit, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Même s'il y a d'autres raisons qui sont liées à d'autres facteurs que la crise des migrants. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Il ne vous reste plus qu'à découvrir la 3e leçon consacrée aux effets de la crise des migrants en Europe qui, normalement, devrait reprendre tout ou partie de ce que nous venons de voir aujourd'hui au cours de cette séance. Je vous en souhaite bonne lecture et un bon apprentissage et je vous dis à bientôt, cette fois-ci pour la mise en perspective de la séquence. Bonne journée!